Bonjour, merci de m'avoir invité à participer à ce nouveau numéro d'Écho d'Archéo. Merci surtout au musée de Gergovie, à la Maison des sciences humaines de Clermont-Ferrand et au département du Puy-de-Dôme pour cette invitation. Je vais aborder les grandes étapes de l'alimentation. Je me limiterai, j'irai de l'époque paléolithique à l'époque gauloise. Ma présentation sera structurée comme ça. Une petite introduction sur les méthodes de l'archéologie, les outils de l'archéologie. Ensuite, j'aborderai les stratégies d'approvisionnement pour se nourrir et les ressources, les manières de préparer et de consommer la nourriture, le mode de conservation et en conclusion, la convivialité sur ces millions d'années. Alors, des temps préhistoriques à l'époque gauloise ou à l'époque moderne, ça représente pratiquement 3 millions d'années de l'histoire de l'alimentation. Évidemment, cette longue période est structurée en différentes et coupée par les archéologues en différentes périodes. Le paléolithique qui va de 3 millions d'années à moins 12 000 à peu près. Ensuite, on a le mésolithique qui est une période de transition dont on en reparlera importante, moins 12 000 à moins 8 000. Chronologie pour nos régions. Le néolithique, après on abordera le néolithique, moins 6 000 à moins 2 000. Les âges des métaux avec l'âge du bronze, moins 2 000 à moins 800. L'époque gauloise, au sens large, moins 800 à 52 avant Jésus-Christ. Et ensuite, donc, on n'abordera pas l'histoire de l'alimentation de l'époque romaine, du Moyen-Âge et des temps modernes. Cette histoire, ces presque 3 millions d'années, sont quand même caractérisées par et rythmées par les variations climatiques. Ça, c'est quand même une grande permanence de notre histoire alimentaire, puisque l'environnement, les climats jouent sur l'environnement, donc l'alimentation est très liée à l'environnement des populations. Donc ces variations climatiques permanentes sont importantes. Donc et quand on regarde la courbe des variations climatiques que je vous présente, on voit que le rythme des périodes sont quand même dominées, l'histoire humaine est quand même dominée par des périodes froides, même si elles sont interrompues par des périodes interglaciaires ou des interstades chauds. Et comme aujourd'hui, notre interstade qu'on appelle l'Holocène, qui depuis 10 000 ans et puis s'accentuerait aujourd'hui, sont des périodes tempérées plutôt chaudes. Mais la majorité de la période est quand même de l'histoire de l'alimentation, c'est rythmé par des périodes froides. D'où notre appétence aux produits énergétiques et au stockage des matières grasses. Ça, c'est important dans notre histoire. Donc, le paléolithique, c'est 12 millions d'années. Les dernières 12 000 ans correspondent à ce réchauffement climatique dans lequel nous sommes encore, et avec évidemment là aussi des mini-variations. Un premier optimum au néolithique vers 6 000, vers 4 000. Ensuite, on a quelques variations au début du Hallstatt, au début de la période gauloise. La période gauloise proprement dite, elle est plutôt proche des nôtres, et ensuite on a des variations, un optimum climatique au Moyen-Âge, et puis même un petit âge glaciaire du XIIIe au XVIIIe, et maintenant le réchauffement. Donc cette histoire des variations climatiques est importante pour notre histoire de l'alimentation. Alors, quelles sont les données, quelles sont les sources pour reconstituer ces grandes étapes de l'alimentation? Est-ce qu'on a des textes avant la période gauloise? On n'a aucun texte, donc on ne peut pas faire appel aux mots à l'écrit. On commence à avoir des témoignages écrits à partir de l'époque gauloise, indirects, c'est pour ça qu'on appelle l'époque gauloise, fait partie de la proto-histoire, puisqu'on a des témoignages venus des grands reporters romains ou grecs qui vont nous apporter des informations sur la période gauloise. Ensuite, on a donc tous les textes d'Apicius sur la période romaine, et au Moyen-Âge, le Vivandier. Là, on a des textes. Donc, ce qui veut dire que pour les périodes antérieures à la période gauloise, eh bien, nous n'avons que les sources, que les données de l'archéologie et des sciences connexes à l'archéologie.
Les données de l'archéologie, eh bien, c'est l'étude des strates avec tous les vestiges et tous les témoignages qui peuvent être sédimentés dans les couches archéologiques qui nous permettent de les dater, mais aussi toutes les données des sciences archéobotaniques comme la palynologie, la carpologie. On va avoir les données de l'archéozoologie qui vont nous informer sur les nourritures animales. On a également des données sur l'anthropologie et la paléoanthropologie va nous donner des informations. Donc c'est à partir de ces données-là qu'on peut se faire une image de l'alimentation, des grandes étapes de l'alimentation. Alors déjà, la paléontologie humaine, qu'est-ce qu'elle nous prouve? Elle nous dit déjà que les hominidés, les hominines, et les hominines, c'est le dernier terme de la lignée humaine depuis qu'on est séparé des bonobos et puis des chimpanzés, donc ça recoupe tous les hommes fossiles, les néandertaliens, définitioniens, sapiens, et nous-mêmes, donc les hominines sont des primates omnivores. Là, sur le crâne de la Ferrazzi que je vous présente, la denture de cet homme préhistorique est une denture typique d'omnivore, avec des dents de devant qui sont faites pour couper, cisailler, et des dents arrière qui sont faites pour écraser, mastiquer. Une denture donc d'omnivore. Donc ces omnivores se nourrissent de nourritures variées, qui ne peuvent être que de 3 origines, d'origine végétale, d'origine animale ou d'origine minérale. Les nourritures variées, elles sont faites pour couvrir les besoins énergétiques et physiologiques en nutriments, glucides, protides, lipides, en vitamines et en minéraux, que ce soit calcium, potassium, etc. Donc les Vénus de l'Ocel ou celle du Virendorf ou même celle d'Arwat montrent que là, on a des personnes qui ont sûrement couvert leurs besoins énergétiques vu leur anatomie. Mais ça peut être, on peut couvrir ou non. Et les pathologies les paléopathologies prouvent que l'on ne couvre pas toujours. Par exemple, l'enfant de Passy, l'adolescent de Passy, dont est représenté l'intérieur du crâne avec le plafond des cavités orbiculaires qui sont pleines de petits trous, note qu'il est carencé, qu'il est carencé en fer, qu'il est anémié, alors que les dents de l'autre individu à côté montrent des arrêts dans la croissance qui montrent sûrement une carence en vitamine D. L'anatomie nous renseigne sur l'alimentation. Le choix des nourritures, elle dépend des conditions naturelles, elle dépend des conditions culturelles ou sociales. Et ça, est-ce que l'archéologue peut le voir, tout ça? Ça, c'est difficile à voir. Mais aujourd'hui, la géochimie nous permet de voir si on est plutôt mangeur de plantes, si on est plutôt mangeur de viande, ou si le contexte pousse à manger, à avoir un régime plutôt herbivore, plutôt carnivore. Et bien ça, la géochimie, en datant les isotopes stables du carbone, de l'azote, du strontium, du zinc ou du calcium, permettent de doser, de voir si le type de nourriture des individus. Un rapport par exemple de strontium sur carbone montre plus la décroissance du rapport montre qu'on est de plus en plus, on va de l'herbivore au carnivore. Donc ces marqueurs permettent aujourd'hui de voir les nourritures plutôt d'origine marine. Par exemple, dans le Languedoc, Hervé Boucherin, il voit très bien la nourriture de ces hommes qui mangeront plutôt des poissons d'eau douce que des poissons de mer. Donc on arrive aujourd'hui, grâce à la géochimie, à avoir une analyse assez fine de ces comportements alimentaires. Voilà les grandes cadres, les grandes sources des données pour reconstituer l'alimentation de nos ancêtres. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les stratégies d'approvisionnement et les ressources? Pour s'approvisionner,
on n'a que trois solutions. Soit on collecte, on cueille, soit on produit nous-mêmes sa nourriture, soit on l'échange. Alors, quelles sont les traces archéologiques de ces trois comportements? Alors, collecter. La cueillette, archéologiquement, qu'est-ce que ça laisse comme trace? Mais la cueillette, on va trouver, par exemple, des traces de glands, de petites pommes sauvages, on trouve des moules, des moules à passis qu'on a ramassés, des moules d'eau douce qui ont été ramassés. Pour la pêche, qui est une autre façon de collecter, on peut avoir des harpons, on peut avoir des nasses, comme celle de Chalin par exemple. Pour la chasse, c'est peut-être là où on a le plus d'artefacts, puisqu'on a énormément, depuis le début de la préhistoire, énormément de pointes de flèches en silex, mais on a également des propulseurs. Au Mésolithique, on verra même des représentations de chasseurs avec l'arc. Le Mésolithique, je vous ai dit, c'est une période de transition entre les périodes froides et le maximum climatique du Néolithique. Donc on a un changement d'environnement avec des modes de chasse différents que l'on voit, qui se traduisent à travers les différentes pointes des flèches. Le rapport entre je dirais la cueillette, la chasse et un autre mode de production, eh bien ce sera le comptage des animaux entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. Par exemple, à l'époque gauloise, on verra qu'il y a plus que 10% d'animaux chassés par rapport aux animaux d'origine domestique. Donc la première, la cueillette, les hommes préhistoriques vivent de cueillette, de chasse et de pêche. On a tous les arguments archéologiques pour démontrer l'approvisionnement dû à la cueillette, ou à la chasse et à la pêche. Deuxième type pour se procurer de la nourriture, c'est produire ses propres ressources. Pour cela, il faut semer des graines, il faut cultiver la terre, il faut domestiquer et élever des animaux. Alors, cultiver la terre, semer des graines, ça correspond au labourage, à l'agriculture, au pâturage, le travail du bois, les matières premières, tout ça, ça va être lié à ce nouveau type d'approvisionnement. Donc, produire ces ressources qui vont avec l'agriculture et l'élevage, qui vont induire évidemment d'autres comportements de sédentarisation par rapport au monde des chasseurs-cueilleurs. Il y a 8000 ans que l'on produit ces ressources, mais ça n'empêche qu'on continue toujours à aller à la cueillette, à aller ramasser des champignons, à aller ramasser du pissenlit, à aller ramasser des mûres au mois d'août. On n'a pas oublié ce type de comportement, ou aller à la pêche. C'est l'ouverture de la pêche, donc on continue à aller à la pêche, on continue à aller à la chasse. Mais la majorité de nos ressources, aujourd'hui, depuis 8000 ans, c'est l'agriculture, et depuis le 19e siècle, ce sera même l'agro-industrie. Mais ça, c'est un autre sujet. Évidemment, au cours de ces 8000 histoires de l'alimentation, de l'agriculture, il y a évolution dans les techniques de travailler la terre, depuis la simple houe à l'arère et puis ensuite à la charrue. Il y a évidemment une évolution qui va produire de meilleures récoltes. L'agriculture et l'élevage, pour revenir au sujet de l'alimentation, c'est quand même quelque chose qui représente une vraie révolution dans l'alimentation, parce qu'à partir du moment où l'homme produit son alimentation, il adapte son alimentation, mais c'est une coévolution en fait entre les espèces domestiquées ou les espèces produites et lui-même. Donc on mange ce qu'on produit, on produit ce qu'on mange. Mais donc il y a vraiment une coévolution et il y a cette transformation du vivant qui est très forte. Donc le néolithique aujourd'hui interroge beaucoup parce que c'est une vraie rupture dans ces modes de ressources alimentaires. Mais
J'ai pris le mot révolution parce que c'est celui que l'on trouve le plus souvent. On parle toujours de la révolution néolithique. Mais cette révolution, c'est une révolution lente. Ce n'est pas fait du jour au lendemain. Ce n'est pas il y a 6000 ans, tiens, on a eu des populations venues du Moyen-Orient qui nous ont appris ou apporté ces modes ces nouvelles plantes que sont les céréales essentiellement. Et puis on s'est mis tout d'un coup à cultiver. Non, ça ne va pas se passer comme ça va être très progressif, suivant les suivant d'abord les courants de néolithisation, hein, par le Danube ou par la voie méditerranéenne, mais c'est un sujet long, donc je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Comment on sait que l'agriculture, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça n'a pas pris sur nos territoires brutalement du jour au lendemain, on ne s'est pas mis à cultiver la terre. Eh bien, la palynologie va être une des sciences qui va nous permettre de visualiser un petit peu ces modes d'agriculture. Alors, le diagramme palynologique que vous avez sous les yeux paraît un petit peu complexe, mais les pollens sont des outils pour les archéologues absolument formidables, puisque les pollens, quel que soit le milieu, ils se conservent, ils ont une structure, une double coque d'exine qui fait que quel que soit le milieu d'enfouissement, s'ils ne sont pas éliminés par les eaux, s'ils sont stockés dans une tourbière par exemple, ou dans un sédiment non lessivé, eh bien ils vont se conserver, même avec le feu, ils ne se déforment pas. Donc les gens qui sont allergiques au pollen voient très bien que c'est difficile de se débarrasser d'un pollen. Donc les pollens sont typiques de leur espèce, et un pollen de pin, c'est pas un pollen de chêne, un pollen de plantain, rien à voir avec un pollen de blé. Donc il suffit de prendre le sédiment. Par exemple, sur ce diagramme pollinique, c'est une carotte qui a été faite aux sources de l'Yonne, à côté du site de Bibrac, d'où je viens. Sur 2,50 m, vous avez en fait 10 000 printemps qui se sont empilés. Si l'on passe pratiquement centimètre par centimètre ces sédiments à l'acide fluorhydrique, à l'acide chlorhydrique, à l'eau oxygénée, etc., sous le microscope, tout disparaît, sauf les pollens. Donc, il suffit de les compter. Et nos palynologues, ils séparent les pollens d'arbres d'un côté, des pollens de non-arbres de l'autre côté. Et au centre, vous avez la synthèse qui retraduisent la forêt, ou au contraire, lorsque la forêt régresse. Et là, on voit au départ qu'il y a beaucoup de forêts. Alors si on regarde les arbres, c'est essentiellement du noisetier, du résineux. Après, on voit le hêtre s'installer, le chêne. Mais à un moment donné, on voit ce diagramme se réduire. Et pourquoi la forêt régresse-t-elle? Eh bien, est-ce que c'est uniquement parce qu'il y a un changement climatique, parce qu'il y a une sécheresse ou trop de froid? La réponse, elle se trouve dans cette colonne, qui n'est pas très lisible, mais on voit qu'il y a écrit céréales. Et regardez, au moment où la forêt commence à régresser, eh bien, on voit apparaître des petits points de céréales. Et je vous disais que c'était progressif. Là, on voit les céréales s'installer petit à petit et être bien installées, ce qui, dans ce diagramme-là, au milieu de cette carotte, eh bien, au milieu du schéma, c'est la période gauloise. Dans la période néolithique, on voit petit à petit les céréales se mettre en place, être cultivées, bien s'installer à l'époque gauloise, et puis ensuite elles se stabiliseront jusqu'à aujourd'hui. On a la réponse, donc cette régression de la forêt n'est pas due à la nature, ce n'est pas une cause naturelle, c'est dû à l'homme, à l'agriculture. Bon, un diagramme palynologique ou pollinique, ça nous permet également de faire son marché quand on veut faire de la cuisine. Pour faire la cuisine gauloise, par exemple, je prendrai le niveau gaulois, je regarde, ah tiens, je peux faire avec des rumex, avec des armoises, avec des oseilles, du plantain, et j'ai des framboisiers, tous les légumes, épinards, les kénopodes, les orties, les urtiquets, des carottes aussi, on voit apparaître des légumes racines. Donc, grâce au diagramme pollinique, je vais avoir des arguments pour faire la cuisine à différentes époques. À côté de la palynologie,
dans les sciences archéobotaniques, il y a également la carpologie. La carpologie, c'est l'étude des fruits et des graines qui sont ou minéralisés ou carbonisés et qui gardent le squelette, gardent la forme de la graine originale ou du fruit original et qui permet donc de les retrouver et de les identifier tels quels. Donc la carpologie va nous donner énormément d'informations sur les céréales, par exemple, les blés et les orges. C'est ce qui va dominer en carpologie, ainsi que les légumineuses, les pois et les lentilles, à côté des fruits, que sont des petites poires, des petites pommes, ou des glands. On va retrouver tout ça en carpologie qui vont nous servir à refaire les cuisines anciennes. Avec la civilisation des céréales, du néolithique des céréales, va s'installer des nouveaux outils qui vont prouver aussi qu'on les utilise, parce que c'est bien beau de produire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, les céréales, c'est pas facile à manger, on les mange pas crues, on ne sait pas comment les manger. La façon la plus courante de les manger, c'est de les réduire en farine ou en semoule. Trace archéologique, les meules. La meule néolithique, une pierre plate, un broyon pour obtenir un peu de farine grossière mélangée. Et à l'époque gauloise, une innovation très gauloise qui est la meule rotative qui va nous permettre en 1 heure et demie d'obtenir 1 kilo de belle farine. Donc avec la civilisation des céréales, on voit apparaître des nouveaux outils qu'on n'avait pas dans d'autres civilisations. Un tableau récapitulatif sur ces plantes cultivées. Donc, depuis le néolithique, on voit le pois, les petits pois qui sont très cultivés. Les lentilles, ça va, ça vient. Il y en a, on les utilise pas tout le temps. Le pois chiche, à partir du néolithique moyen, va se développer, va disparaître un peu à l'âge du bronze, et puis on le verra réapparaître à l'âge du fer. Le blé, alors tout à l'heure j'ai parlé de la civilisation des céréales, des blés. Dès le début du néolithique, on a plusieurs types de blé. On dit du blé, il y a des blés, des engrains, du lamidonnier, du grès, du froment, donc différentes variétés de blé avec chacun des propriétés différentes, surtout au niveau de la glume, puisqu'ils sont des graines qui perdent plus ou moins leur enveloppe ou pas. Donc ça joue aussi dans la culture et dans le choix des cultures. De même pour l'orge, on a de l'orge vêtue, de l'orge pas vêtue. L'orge va se développer dans nos régions, surtout à partir de la fin du néolithique, et là, elle va pas cesser. Donc ces civilisations de céréales, civilisation du blé, civilisation de l'orge, en fait, ce sont des civilisations qui vont, au niveau de l'alimentation, apporter beaucoup de sucre, beaucoup plus de sucre que toute l'alimentation de la cueillette, la cueillette sauvage, même s'il y a des fruits, s'il y a quelques fruits, on n'a pas la même quantité de sucre que dans les céréales. Donc, à partir de néolithique, c'est la civilisation du sucre, ce sont les âges du sucre qui vont se développer. Et même avec l'orge, on va faire une boisson sucrée qui va être la bière, mais qui va être aussi le sucre d'orge. On peut faire du sucre d'orge avec la saccharification de l'amidon d'orge, on arrive à faire du vrai sucre d'orge. Bon, cette civilisation du sucre, eh bien, elle apparaît également en paléopaléontologie, puisque on trouve également, c'est la civilisation du sucre et des caries. Là, vous avez un exemple de belle carie où vous avez à Gurji dans Lyon cette superbe carie qui a détruit complètement la couronne et même un abcès dentaire, et il avait déjà même perdu une autre dent, sûrement à cause d'une carie, avant sa mort. Donc, vous voyez que la civilisation du sucre, mais cette civilisation du sucre qui s'accentue avec le néolithique, avec la culture des céréales, elle existait quand même avant, parce qu'on est un mammifère qui aime le sucre, comme tous les mammifères, les chevaux, les chiens, les ours aiment le sucre. Et depuis, même au paléolithique, on avait quand même une civilisation sucrée, puisqu'on mangeait du miel. On allait à la cueillette du miel. Ça, c'est brosser rapidement le panier de légumes et de fruits. Côté
à nourriture animale, eh bien, c'est l'archéologie qui nous donne des informations pour cette période. Alors, là, les grandes faunes au niveau de la chasse du paléolithique, les grandes faunes de mammouths, de rennes ont disparu. Se met en place au Mésolithique la faune tempérée de la forêt tempérée, les chevreuils, les sangliers, le renard, les lièvres, quelque chose qui nous est très familier comme faune, où on va les chasser à l'arc dans la forêt tempérée. Mais à côté, on a la mise en place d'animaux domestiques. Le premier animal domestique, c'est le chien. Et je pense qu'il est lui aussi lié à cette chasse, cette nouvelle chasse, qui est la nouvelle chasse mésolithique en forêt, qui n'est pas du tout la même chasse qu'un grand espace ouvert, des grands troupeaux, des animaux du paléolithique. Donc, le premier animal domestique, c'est le chien. Le chien qui est peut-être fait pour l'élevage, mais aussi pour la consommation. Il y a des sites où on a la preuve de consommation de chiens. Le néolithique, toujours venu du Moyen-Orient, les premiers animaux domestiqués, seront le mouton, la chèvre, les ovicepridés, le bœuf et le cochon. Archéologiquement, ça désespère un petit peu Patrice Méniel, qui est l'auteur de ce tableau synthétique. Eh bien, on voit que la question pour les Gaulois, c'est toujours: les Gaulois mangent-ils du sanglier? Bon, eh bien, entre un sanglier sauvage et un cochon domestique, il y a des différences anatomiques qu'on sait très bien voir. À partir du moment du néolithique, on va trouver beaucoup plus de cochons domestiques que de sangliers sauvages. Ils existent, mais ils sont rares. Mais le sanglier a un statut peut-être un petit peu mixte. Donc la domestication, je prenais l'exemple là du cochon sur cette image où on voit le cochon qui est beaucoup plus petit que le sanglier sauvage. C'est toute la domestication produit cet effet-là. On sélectionne les animaux non pas pour les os, mais pour leur musculature. Donc on va avoir une gracilisation des espèces. Les animaux domestiques sont toujours plus petits que l'animal sauvage dont ils sont issus. Si l'auroch fait 1,70 m au garrot, le petit bœuf gaulois, il va plus faire qu'un mètre. Mais partout, dès le néolithique, on risque d'avoir des populations un peu mixtes. Par exemple, moi j'ai fouillé une grotte en Bourgogne, une grotte néolithique, j'ai des grands bœufs et du petit bœuf type palafite. Donc on peut avoir deux espèces domestiquées qui sont d'origine un peu différente et qui ont évolué différemment. Sur ces schémas synthétiques, les animaux de base, les ovicapridés, les ovins et les suidés. Ensuite, la domestication du cheval à l'âge du bronze. Et puis arrive les âges du fer, avec alors là le trésor de la cuisine gauloise, qui va être la poule et le coq. On voit arriver dans la basse-cour la poule, le coq. Et avec la poule, ça c'est formidable, il y a les œufs. Pour continuer à commenter cette image, on reviendra sur les œufs, vous avez une tombe du 1er siècle avant Jésus-Christ en Champagne, Ville-sur-Retourne, où vous avez dans la tombe, c'est une des sources aussi pour savoir ce que l'on mange, le funéraire, l'archéologie funéraire, dans les terrains conservés comme en Champagne. Là, vous avez une tombe où il y avait un demi-cochon, un gigot, on voit le gigot, et puis on voit même le poulet prêt à cuire. Vous regardez là, on voit très bien le poulet prêt à cuire. Dans une tombe où on a la synthèse de cette alimentation, de cette ferme gauloise qui est résumée dans cette tombe. Et sur cette tombe, il y avait un plat d'œufs. Quand je reviens sur les œufs gaulois, qui est une des richesses de la cuisine gauloise, puisque on n'a pas, pour les périodes avant, on peut avoir des œufs. Vous allez me dire, il y a bien des œufs d'oiseaux. Oui, d'accord, vous allez m'attraper des œufs d'oiseaux et puis je vous ferai une omelette. Mais je trouve que d'avoir les œufs dans la ferme, c'est beaucoup plus facile. Une poule, pendant sauf l'hiver, en gros, un œuf par jour, source de protéines, matière grasse complète tous les jours. C'est vraiment un trésor qui apparaît à l'époque gauloise. J'insiste un petit peu sur l'avantage d'avoir ce garde-manger à la ferme. Je viens de parler des œufs, mais à côté des œufs, il y a quand même le lait.
le lait, dès que vous le tirez de la brebis, de la vache ou de la chèvre, eh bien en 48 heures, le lait, il tourne. Donc on le laisse égoutter et on fait du fromage. Donc dès le néolithique, la culture du fromage. On est une civilisation de fromage. Les fromages, ils évoluent du fromage frais au fromage sec avec leur évolution due au contexte de conservation. On a même des faisselles, je n'ai pas mis de faisselles, mais il existe des faisselles archéologiques où on voit très bien des céramiques avec des petits trous qui permettent d'égoutter le petit lait. Le néolithique, on dépendait de l'alimentation, l'homme et son alimentation, l'alimentation fait l'homme, etc. Vraiment, pour le lait, c'est très marqué, puisqu'on a des régions entières qui ne digèrent pas le lait parce qu'ils perdent la lactase, qui est un enzyme qu'on perd à peu près à l'âge de 2 ans, mais il y a des populations, et en particulier Europe centrale et Europe atlantique, façade nord-est atlantique, qui vont développer cette lactase et garder le goût du lait et pouvoir digérer le lait. Donc là, c'est un exemple concret qui perdure encore aujourd'hui de ces conséquences de l'évolution de l'élevage au néolithique. Depuis le néolithique, dont on a toutes les viandes de boucherie à portée de la main. On a aussi le sang. Quand on chasse, évidemment, on tue les animaux. Peut-être pas facile de toujours récupérer le sang, peut-être le consommer. On n'a pas beaucoup de traces archéologiques sur les périodes paléolithiques de savoir comment le sang, est-ce qu'il est bu comme les Bushmen, avec juste on tire et on boit le sang directement. C'est sûr qu'à l'époque paléolithique, on mangeait le sang à travers le foie, par exemple, qui est très riche en sang. Mais depuis qu'on a les fermes, je suis sûre que depuis le néolithique, on peut faire du boudin. Ce goût du sang, c'est un apport de sel. Le sel, c'est vital dans notre alimentation parce qu'il est très riche en sel, il nous apporte ce sel qui est absolument indispensable à la vie tant qu'on n'aura pas du sel extrait, on va en reparler tout à l'heure. Avec la ferme, on a aussi les os, la moelle, qui est un apport de protéines et de matières grasses importantes que l'on trouve à travers les os cassés, la preuve des os qui ont été fracturés pour récupérer la moelle de l'os, et la graisse qui continue à être appréciée. Au paléolithique, elle était très appréciée parce qu'il faisait froid, mais on continue à aimer la graisse qui va nous servir aussi à conserver dans d'autres usages culinaires. Troisième façon de se procurer de la nourriture, eh bien, ce sont les échanges et le commerce. On peut deviner que dès le paléolithique, d'une tribu ou d'une région à l'autre, et même suivant les saisons, parce qu'au paléolithique, on est nomade, on va du nord au sud, on suit des troupeaux, donc il peut très bien y avoir des échanges entre les groupes humains. Au néolithique, on a vu que le néolithique, c'était des modes de vie et de production qui venaient du Moyen-Orient pour nos régions. Donc là, on voit qu'il y a eu des échanges et culturels et concrets d'espèces et de produits. Et puis, depuis l'âge du bronze, mais surtout à l'époque gauloise, on a le commerce qui va s'intensifier avec le monde méditerranéen, avec les échanges nord-sud, monde méditerranéen et dans nos régions. Une denrée emblématique des échanges, ça va être le vin, puisque en Gaule, on ne produit ni huile, ni vin, ni pline. Eh bien, on trouve des amphores à huile, des amphores à vin qui viennent de Méditerranée, dont on a la preuve de ces échanges commerciaux. Et puis après, bien avec le Moyen-Âge, les grandes découvertes, on aura des nourritures qui viennent de partout. Voilà ça y est, on a essayé de faire le panier pour faire la cuisine, reconstituer des cuisines antiques. Il faut faire son panier, son marché. Je vous ai présenté les très grandes lignes, cette façon de faire son marché en archéologie. Donc maintenant, on va préparer nos aliments. Comment on consomme? Préparer les aliments, il faut rendre les aliments consommables et assimilables. Donc on peut les consommer au naturel, on peut les préparer, il faut les laver, les éplucher, les couper, il faut les découper, les broyer, les filtrer, les ébouillanter. Il y a beaucoup de gestes. Et est-ce que tous ces gestes laissent des traces archéologiques? Et puis on peut
les transformer en macérant, en assaisonnant. Donc les traces archéologiques de tous ces gestes, eh bien, pour ce qui va être de découper, gratter, éplucher, on a des silex néolithiques qui permettent de gratter. J'aime bien ce silex-là parce qu'il a vraiment la même courbure que nos hachoirs aujourd'hui à bascule pour hacher. Les couteaux, bon, de l'âge de la pierre au néolithique, on va passer aux âges des métaux avec l'âge du bronze et aux âges du fer. On aura tous les couteaux. Alors, on voit que dès le début de la métallurgie, on a toutes les formes de couteaux. Pour découper un jambon, on ne prend pas la même chose que pour éplucher une carotte ou hacher une carotte. Donc là, on a toute une gamme d'outils. On a aussi des outils qu'on trouve moins, qui sont les ustensiles que l'on trouve moins, qui sont les agitateurs, un petit peu en bois, dont ils se conservent mal. Mais des outils en bois, agitateurs, batteurs, etc., il devait y en avoir pas mal dans les cuisines archéologiques. La meule plate et la meule rotative, j'en ai déjà parlé. Et, oui, les découpes, j'ai mis un crâne de Patrice Méniel avec la découpe, les traces de découpe sur un crâne de bœuf. On voit les découpes qui nous prouvent que cette viande a été consommée, décharnée pour sûrement la manger. Une fois qu'on a préparé sa nourriture, eh bien, on peut la manger. Alors, soit on la mange crue, soit on la mange ni crue ni cuite, c'est-à-dire fermentée, soit on la mange cuite. Il n'y a pas d'autre solution. Le cru, bon, c'est facile. Le fermenté ni cru ni cuit, dès le début, on mange cru. Ni cuit ni cru, c'est-à-dire fermenté, maturé, on l'a depuis pratiquement le début aussi, depuis le Paléolithique. On n'a pas perdu. Aujourd'hui, on a perdu un petit peu ni cru ni cuit, c'est en fait la fermentation, le faisandage. Les viandes, quand on les tue, même en période paléolithique, s'il y a de la glace, on peut conserver de la glace, mais ça fond, il y a quand même une maturation qui va se faire dans la glace. Et puis dans les périodes tempérées, eh bien, on n'a pas de frigo, donc la viande va évoluer. Aujourd'hui, on a perdu un petit peu le goût de ce faisandage, et on est plus dans la maturation. Le faisandage, c'est vraiment les bactéries des viandes qui sont naturellement sur la viande, qui vont faire évoluer la viande, la pourrir, mais il faut la maîtriser quand même pour que ce soit comestible. Donc, le faisandage, c'est un art qui s'est un peu perdu. Aujourd'hui, on passe à la maturation, où ce sont les enzymes de la viande qui travaillent. Aujourd'hui, c'est le chic d'aller chercher de la viande maturée. On a des carcasses, des restaurants entiers avec des carcasses de bœuf, ou même chez monsieur, nos grands supermarchés, on peut trouver des viandes maturées. C'est vrai qu'un bœuf qui a au minimum 14 jours, c'est meilleur que du bœuf frais. Bon. Donc cette maturation, 3 millions d'années, on n'a pas oublié, on continue à consommer ce type d'alimentation. Un des grands chocs quand même dans l'alimentation qu'il ne faut pas oublier, c'est celle de la domestication du feu. Il y a 500 000 ans à peu près, arrive le feu dans nos civilisations, et avec le feu, il y a 500 000 ans qu'on pratique la cuisson des aliments. Alors, la maîtrise du feu, elle est aussi visible archéologiquement dans les strates archéologiques, mais elle va nous renseigner sur l'environnement, sur les façons de faire le feu, grâce à l'anthracologie. Là, on étudie les charbons de bois, les vestiges de bois. Par exemple, dans cette coupe sédimentaire, on voit très bien comment on allumait 3 fois le feu à partir d'herbes sèches, etc. Donc, ça nous permet de voir la maîtrise du feu. Le feu, on peut faire des grandes flambées, griller avec des grandes flambées, mais on peut aussi le maîtriser à la braise. Donc tout ça, les archéologues peuvent le voir à travers l'anthracologie et la microstratigraphie des cendres. Avec le feu,
le feu de bois évidemment, on passe du cru au cuit et puis hein, on va passer les premières façons de cuire sur ces premiers feux, et bien ça va être des brochettes, des pirades, des trucs sous la cendre. Tout à l'heure je vous ai montré, il y avait des petites pommes sous la cendre, qui ont été oubliées sous la cendre. On peut avoir un petit peu, dès le paléolithique, avec les premiers feux, on peut avoir des pierres chauffées qui vont permettre peut-être dans un tronc d'arbre ou dans un creux, mettre des pierres chauffées pour ramollir des racines, des écorces, mais on ne va pas parler encore de cuisine à l'eau à cette époque-là. Donc, dans l'histoire de l'alimentation, le premier goût qui va avec la cuisson, c'est le goût du grillé, hein, mais qui a apporté déjà beaucoup meilleure assimilation, meilleure croissance, même si ça détruit un peu les vitamines, ça apporte quand même beaucoup de choses, parce qu'on mange beaucoup mieux avec du grillé. C'est quand même plus facile de manger un foie de mammouth grillé que de manger cru. Sûrement, on doit manger beaucoup plus. À côté du sang, tout à l'heure, j'ai parlé du sang qui était un apport de sel à toutes les périodes. Et bien avec le feu, avec le sang des animaux chassés, ou après domestiques, eh bien on va rajouter un apport en minéraux grâce aux cendres. Et il y a des cendres qui sont riches en potassium, en calcium. Si par exemple, quand on n'a pas de sel, le NaCl classique de nos cuisines, eh bien, si on prend de la cendre de noisetier ou de lierre, c'est très riche sur ce tableau. On voit que c'est très riche, que ce sont les deux plantes qui sont les plus riches en apport de sodium, par exemple. Après la cuisine grillée, directe ou indirecte, eh bien, on peut passer à la deuxième grande innovation dans notre alimentation, c'est la cuisson, le bouilli. Alors, pour le bouilli, il fallait une invention importante. Il faut un récipient qui soit étanche, qui contienne de l'eau, et qui résiste longtemps à la cuisson, longtemps au feu. Et ça, cette matière, elle est artificielle, c'est la première matière artificielle que l'homme a inventée, c'est la céramique. Il a inventé le pot en terre cuite. Et ça va avec le néolithique, encore le néolithique, qui correspond vraiment à une rupture dans notre alimentation, parce que le paysan, le néolithique, il travaille la terre. Ça y est, la terre, il a compris que la terre, c'était quelque chose de plastique, de malléable, qu'on pouvait le façonner, qu'on pouvait le modeler, qu'on pouvait l'estamper, qu'on pouvait faire des colombins et puis monter des pots. Et quand on durcit, avec cette terre, avec de l'eau, on la passe au feu et au miracle, on a quelque chose de complètement nouveau qui n'existe pas dans la nature, qui s'appelle la céramique ou la terre cuite, et qui va nous permettre de faire la cuisine à l'eau, puisqu'on va inventer le pot. Le pot en terre cuite, il va résister à la chaleur longtemps, il va résister à la flamme, c'est extraordinaire. Et avec lui, eh bien, avec la céramique, on va inventer en archéologie la céramologie et toutes les typologies, puisque l'homme, en inventant la céramique, alors je ne sais pas si c'est l'homme ou la potière, le potier ou le potière, ça se discute, de savoir, on va avoir très rapidement toute forme de récipient. On va trouver des récipients hauts et resserrés et fermés, on va retrouver ceux qui sont évasés, mais chaque fois, tous ces gestes-là, toutes ces formes de vases correspondent en fait à des cuissons. Si vous voulez garder un pot-au-feu avec beaucoup de bouillon et beaucoup de blanc, vous allez prendre une marmite plutôt fermée et à col resserré fermée. Vous allez couper les morceaux, d'accord, parce que vous ne pourrez pas mettre un gros morceau dedans, mais vous allez garder le liquide. Si au contraire vous voulez faire un ragoût qui est bien onctueux, bien fondu, avec pas beaucoup de jus, ben vous allez prendre une écuelle qui s'évapore, même si vous jouez avec le couvercle peut-être, mais vous allez avoir une cuisine plus de ragoût, plus mitonnée. Donc chaque bol, chaque jatte, chaque pot induit quelque part une cuisson de plus ou moins longue durée et avec plus ou moins d'eau. Avec la céramique, en plus des pots à cuire et des pots à consommer, on a également la vaisselle de consommation, on a également des biberons qui vont avec le lait. Je parlais du lait tout à l'heure, on a même des biberons au néolithique qui apparaissent avec l'élevage. La cuisson à l'eau,
Ben, c'est une cuisson, elle nous paraît complètement banale parce que c'est notre cuisson de tous les jours. C'est la cuisson des pot-au-feu, c'est la cuisson des potages, c'est la cuisson des potés, c'est la cuisson des pots-choux, un bon des pochages, c'est la cuisson des bouillies, des bouillabaisse, hein, on est dans le bouilli, c'est la cuisson des courbouillons. Tout ça, ça découle du néolithique, c'est la cuisson des blanquettes, des soupes, etc. Donc, à partir du moment où on a des pots, on va avoir une variété avec nos légumineuses et nos céréales, parce que les céréales, tout à l'heure, bon, on a vu qu'on pouvait les faire en farine, mais griller les brochettes de céréales ou de lentilles, ça se fait pas beaucoup, il vaut mieux les mettre dans le pot. Donc on va avoir donc des cuissons de nos légumineuses et céréales qui vont aussi avec la cuisine à l'eau. Tout ce qui va être légumineuse, céréales et viande surtout demande des cuissons longues. Et la cuisson, la grillade, c'est une cuisson pratiquement instantanée. Mais si on veut faire un bouillon long, un pot-au-feu, qui en plus fait fondre tout le collagène, fait fondre tous les sels minéraux, eh bien la poterie le permet. Dans l'évolution de la céramique, on a encore des plantères pour faire nos rôtis, on a encore des Bekenoff pour faire certains de nos plats, on a encore de la céramique dans nos cuisines. Une des évolutions au-delà des formes qui sont familières à toutes les époques, elles nous sont familières, toutes les premières céramiques au néolithique sont à fond rond. On est dans un monde de cubutu, de cubuto. La céramique, vous la remplissez qu'aux 2 tiers et elle ne se renverse jamais, quel que soit, vous la mettez sur les braises, ça tombe pas. À partir de la fin du néolithique et du début de l'âge du bronze, et puis après l'âge du fer et ça continue, toutes les céramiques sont à fond plat. Ça traduit un changement de cuisson, de cuisine. Parce que au néolithique, avec mon fond rond, je mets directement dans les braises au milieu. Pas très facile à gérer la cuisson. À partir du moment où j'ai un fond plat, je pose d'abord ma céramique sur une surface plane, puisque j'ai un fond plat pour que ça se renverse, et je mets les braises autour. Donc, si on regarde la forme des pots gaulois, même des pots de l'âge du bronze, etc., ces pots qui sont toujours à fond étroit, on a l'impression que c'est pas stable, mais c'est pas pour rien, c'est parce que on ramène les braises autour et ça cuit la partie ventrue de la céramique permet de chauffer indirectement sans brûler. On aura moins de caramel de cuisson dans les céramiques gauloises qu'on en avait dans les céramiques néolithiques, parce que les céramiques néolithiques, elles étaient au cœur du feu, alors que à partir du moment où on a des fonds plats, on gère beaucoup plus facilement la cuisson en écartant ou en rapprochant les braises. Donc ça, c'est un petit changement, disons technique dans la cuisine antique. Je viens d'évoquer les caramels de cuisson quand on fait cuire une compote de pommes, même sauvage, elle peut s'attraper, donc ça va laisser des traces qu'on appelle un caramel de cuisson. Mais l'analyse chimique, les résidus organiques dans les céramiques sont poreuses. Bon, je n'ai pas fait un cours sur les céramiques, les premières céramiques, elles sont en effet poreuses, même si elles sont bien lissées, bien polies, la pâte reste poreuse, et donc, que ce soit les corps gras, comme la caséine du lait, comme les corps gras des viandes, des liquides, vont passer dans le pot et on va pouvoir les analyser, savoir si on mange plus de graisse de veau, de graisse de porc, et sur l'analyse d'un pot de bibrac, on voit qu'il y a aussi bien utilisation de graisse de plantes oléagineuses que de moutons, ou que de daim même, et de saumon. Donc l'analyse de la céramique va nous permettre d'avoir des renseignements sur la teneur en gras de la cuisine. Bon, j'ai évoqué les pots pour faire des pot-au-feu avec beaucoup d'eau, mais malgré tout, tant qu'on est que dans les récipients en céramique, on aura des volumes qui tournent au maximum jusqu'à 6-8 litres. Au-delà, en céramique, c'est fragile de monter quelque chose de plus de 8 litres pour cuire. En cuisson, pas en stockage, mais en cuisson. Donc,
on aura une cuisine qui est quand même pas à grande eau. Mais avec l'âge du bronze et avec l'âge du fer, on va avoir la cuisine à grande eau dans les chaudrons, où là on a des chaudrons de 8 à 120 litres qui traduisent d'autres comportements sociaux, mais de la cuisine avec de l'eau grâce aux chaudrons gaulois essentiellement. J'ai parlé de la cuisine, la première cuisine grillée, c'est à des feux ouverts. La cuisine au feu, à la poterie, au feu, c'est toujours à feu ouvert. Et on voit apparaître, à partir de l'âge du bronze, le feu, on commence à l'enfermer. Jusque-là, c'était un feu libre quand même. Mais là, à partir de l'âge du bronze et l'âge du fer, on va inventer le four, c'est-à-dire une enceinte. Les récipients ne sont plus directement en contact avec le feu, avec les fours en terre, comme nos fours à pizza aujourd'hui. On chauffe, on enlève les braises ou on les repousse sur le bord et on met les pots ou la pâte à pain au milieu du four. C'est une chaleur rayonnante, ce n'est plus une chaleur directe comme sur le feu ouvert. J'ai mis les 3 fours de gondole, hein, la cuisinière 3 feux de gondole qui sont assez autour, on a pas mal de céréales, donc des fours à céréales. Donc, synthétiquement, parce que le temps tourne, 3 millions d'années de crudité, 3 millions d'années de fermentation, de grillade, de cuisine à l'eau. Ça, c'est notre cuisine. Qu'est-ce qu'il y aura comme innovation depuis cette cuisine à l'eau? Eh bien, il faudra attendre l'époque gallo-romaine, mais c'est hors sujet. C'est l'invention de la friture, de la poêle à frire et de la friture. Il y a 2000 ans, on fait de la friture. Et après, ben, on n'aura plus d'autres innovations. Parce que même si vous me dites qu'on a des cocottes minutes et qu'on a des micro-ondes, c'est toujours de la cuisine à l'eau. À la fin de l'époque gauloise, on va voir apparaître la poêle métallique avec l'huile qui va être un intermédiaire. Jusqu'à présent, on n'avait que la pierre, la terre, et aujourd'hui, maintenant, on a le métal et l'huile qui servent d'intermédiaire entre le four et la nourriture. Mais c'est vraiment gallo-romain, c'est un peu hors sujet. Donc, après mes 3 points, les ressources, les modes de préparation, les modes de cuisson, eh bien, les modes de conservation. Mode de conservation, il faut conserver notre nourriture. Alors, soit on le sèche, soit on le fume, soit on le congèle, soit on le sale, soit on le fait en confit gras ou confit au sucre, soit on le fait en gelée. La gelée, c'est un bon mode de conservation. Depuis qu'on a la cuisine à l'eau, on fait, si on découpe de la viande, si on la fait cuire longtemps, eh bien on laisse refroidir dans le pot et il y a une belle gelée qui se forme. Et là, vous pouvez conserver plusieurs semaines si vous ne percez pas la gelée. Et puis, j'ai parlé déjà de la fermentation et du faisandage et de la maturation. Donc, les modes de conservation, je viens de les résumer: à l'air, au froid, à la fumée, confit dans le miel et la graisse. Ah si, une nouveauté quand même, qui va apparaître à la fin de l'époque néolithique, qui est le sel, la conservation au sel, les salaisons. En bord de mer, autour de moins de 1000, on a déjà des extractions de sel, des traces de production de sel de mer évaporé. On les a aussi dans les zones terrestres continentales où on a les rivières, comme à Marsal en Lorraine, où on a des rivières qui traversent des couches de sel et qui vont donner des rivières salées. Donc par évaporation, même technique que sur les bords de mer, on obtient des pains de sel. Et puis on a surtout, à l'époque du Hallstatt, au début de l'époque gauloise, au début vers moins 800, exploitation du sel de terre avec les grandes mines de Hallstatt, les grandes mines même déjà, on commence à en trouver aussi dans les Pyrénées ou dans les Alpes. On a quand même ces exploitations de sel de terre qui vont bouleverser les conserves, et donc la fermentation basique du gigot d'animal chassé, eh bien si on le sale, on va optimiser le séchage avec le sel, puisque le sel adore l'eau, il va pomper l'eau. Donc le séchage, notre fermentation naturelle d'un gigot juste pendu est optimisée grâce au sel et toutes les salaisons, et les Gaulois deviendront des experts en salaison et en charcuterie. L'exploitation du sel de terre, bon ben les saumures, il y a au-delà de la conservation à l'air, il y a les saumures à l'eau.
et les lactofermentations qui vont permettre de faire toutes les choucroutes, toutes les côtes de bête, tous les légumes lactofermentés qui sont en grande mode aujourd'hui. Mais ça se met en place il y a 2000 ans, avant notre ère. Et bien, quand on a fait tout ça, on n'a plus qu'à déguster, à manger. Donc, on pourrait raconter 3 millions d'histoires de convivialité. Et retour de chasse, important pour la société, raconter ses aventures de chasse. On s'installe autour du feu, c'est encore mieux de les raconter autour du feu. Et puis à table, depuis la fin du néolithique, où avec mes céramiques plates, j'ai la preuve d'avoir des tables. Et donc, avec les Gaulois, je pourrais manger assis devant des tables basses, comme nous dit Diodore. Les Gaulois mangent assis devant des tables basses, avec une vaisselle de bois ou de céramique, qui pourrait encore faire le sujet d'une autre conférence. Voilà. Merci pour cette invitation, pour cette conférence que j'ai préparée dans le cadre de l'exposition Saveurs gauloises qui se tiendra du 4 avril 2025 au 4 janvier 2026 au musée de Gergovie. Est-ce que les abeilles étaient domestiquées? Est-ce qu'il y avait des ruches, par exemple à l'époque gauloise? Les abeilles, je pense en fait, ce serait presque le premier animal domestiqué, parce que depuis toujours l'homme a besoin de miel, il les garde près de son habitat. Et en particulier depuis l'âge du bronze, là on doit avoir vraiment beaucoup de ruches autour dans les villages de l'âge du bronze et de l'époque gauloise. Pourquoi? Parce que pour faire du bronze, il faut de la cire. La cire, elle est produite par les abeilles. Cire, les alvéoles que l'on fait tremper dans un pot qui vont nous donner de l'hydromel, ça c'est une boisson gauloise, je ne vais pas beaucoup aborder, mais la cire ensuite, donc à partir du moment où on a des ateliers de bronziers, on va avoir des ruches dans l'environnement et c'est sûr qu'il doit y avoir des ruches. Alors on n'a pas beaucoup de traces archéologiques, pourquoi? Parce que la première ruche, soit elle est en paille, soit elle est dans un tronc d'arbre avec un paillon dessus, on en trouve encore au 19e, des comme ça, donc ça ne laisse pas beaucoup de traces archéologiques. Mais indirectement, avec les objets en bronze, on peut penser qu'il y a beaucoup de ruches. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y avait des aliments qui étaient interdits, qui étaient tabous chez les Gaulois? Bon, la religion gauloise existe, elle doit être pleine de rites, et en particulier peut-être des interdits alimentaires, mais ça, les archéologues, c'est là où on n'est pas très bon pour voir. C'est pas parce qu'on ne trouve pas que c'est parce que ça n'a pas été consommé pour des raisons rituelles. Par exemple, à Bibracte, j'ai pas d'ossements. Alors, est-ce que mes Gaulois de Bibracte sont que végétariens? Eh bien non, c'est que j'ai un terrain qui est acide et j'ai pas un seul os qui se conserve. Donc, de dire que mes Gaulois sont des végétariens et qu'à Bibracte, on interdit la consommation de la viande, je peux pas l'affirmer. Je me tournerai vers la Sédimento pour dire c'est pas conservé. Donc, mais je peux pas répondre à la question des interdits alimentaires. Mais il y en a sûrement, comme il y en a dans toutes les religions. Vous avez évoqué rapidement la convivialité. Est-ce qu'il y a des traces de restauration collective? Au niveau collectif, ce qu'on voit, ce sont des consommations collectives, c'est-à-dire lors de grands banquets, interprétés comme de grands banquets, lorsqu'il y a un épandage, un rejet de centaines de pièces de viande qui ont été consommées dans un temps très court et qui sont jetés dans la même fosse, on voit bien qu'il n'y a pas de temps de sédimentation entre les deux, donc ça a été consommé à un même moment. Donc c'est la trace d'un grand banquet. On a des textes, puisqu'on a à l'époque gauloise, on a des textes qui nous disent que c'est Ariamnès, je crois, qui pendant un an a fait des tables, a reçu toute l'année tous les gens qui passaient sur son territoire et donné à manger des bouillies et pendant un an à tous les gens qui traversaient son territoire. Ça c'est un texte, c'est pas de l'archéologie. Au niveau archéologique, à Bibracte par exemple, on a une consommation d'amphores sabrées où on voit qu'elles ont été elles aussi enfouies le même jour, en même temps. Donc on a une impression
de banquets de boissons dans un temps très court. Donc ce serait la trace. Et puis j'ai évoqué les chaudrons. À partir du moment où on a des grands chaudrons, c'est pas pour une consommation domestique. Autant là, les volumes domestiques, si on regarde ne serait-ce que nos cocottes minutes aujourd'hui, c'est 6 à 10 litres maximum. À partir du moment où on passe sur des consommations, des volumes de 20 et jusqu'à 120 litres, là on est dans la production pour collectivité. Alors, est-ce qu'il y avait une ou plusieurs cuisines gauloises selon les situations ou selon les régions? Il doit y avoir des cuisines régionales. Quelquefois, c'est attesté à travers les productions alimentaires. Les climats étant différents, on ne produit pas les mêmes choses dans le nord de la Gaule que dans le sud-ouest de la Gaule. On ne découpe pas la viande de la même façon. Dans le quart nord-est, on consomme du cheval, on n'en consomme pas sur la façade atlantique. Ça, c'est les différences régionales. Évidemment, autour de la Méditerranée, on va avoir des productions méditerranéennes différentes, ou alors de l'alimentation poissons de mer, poissons d'eau douce et poissons de mer. Je l'ai un peu évoqué à travers les isotopes stables on peut voir des différences. Ensuite, pour la question des jours de fête ou de la cuisine ordinaire, je pense qu'ethnologiquement, dans toutes les populations, il y a des fêtes, et donc il y a des jours de fête qui marquent peut-être les solstices, des avènements politiques, etc. Donc il doit y avoir des jours de fête et une cuisine au quotidien, qui est la cuisine alimentaire du quotidien pour se nourrir. Est-ce qu'on serait capable de reconstituer des goûts et des couleurs de la cuisine gauloise avec les découvertes archéologiques? Alors, au niveau de l'assaisonnement, donc tant qu'on n'a pas de sel, j'ai abordé le sel à travers la cendre, à travers le sang, mais pour l'assaisonnement proprement dit, qu'est-ce que l'archéologie nous prouve? Dans les diagrammes polyniques, je vois que j'ai des herbes aromatiques quand même, que ce soit des serpolets, des lactaires poivrés par exemple. Le goût du poivre que l'on adoptera très facilement au Moyen-Âge, en fait je pense que les Gaulois l'ont à travers certains lactaires poivrés, certains bolets poivrés. Il y a une autre chose aussi, on a le mot gaulois dans les sources qui sont écrites, qui ne sont pas de l'archéologie mais de la linguistique. Albolone par exemple, on a de la menthe. Donc je peux faire, à l'époque gauloise, j'ai le mot menthe. Je cultive de la menthe et je peux faire des petits pois à la menthe. Il n'y a plus que les grands ceps d'Angleterre qui les font, mais des petits pois à la menthe. Un autre goût aussi, que tout le monde, si on fait dans l'assemblée, je pense qu'il y a très peu de monde qui n'aime pas le goût vanillé. Pourquoi ce goût vanillé est très fort dans nos cultures? Parce que j'ai montré depuis le néolithique, on ramasse les glands de chêne. Après, à l'époque gauloise, on fait des seaux cerclés en bois de chêne. Eh bien, le tanin des glands, quand vous faites de la farine de gland, ça a un goût de farine très vanillé. Vous mettez de l'eau dans un seau en chêne, vous avez une eau qui sent la vanille. Et donc, si vous cuisinez avec cette eau, vous avez un sirop de vanille. Donc, si vous le concentrez, donc le goût de vanille, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre mémoire, au moins depuis le néolithique, sinon avant. Alors, au niveau des couleurs, c'est vrai que les ingrédients que l'on cuisine, les petits pois, les lentilles, tous les ragoûts, à l'époque gauloise, on va tomber sur des couleurs vertes, de cacadois, des ragougnas qui sont pas très colorées parce qu'on n'a pas de carottes rouges. Pourquoi aujourd'hui on met dans les lentilles, on met toujours un petit peu de carottes rouges pour faire joli. Et ça on l'a pas à l'époque gauloise. Au niveau des fruits, on a des fraises, des bois et des framboises, mais c'est assez éphémère l'été. Donc la corbeille de fruits gauloise, elle est composée de pommes, de poires. Bon ça c'est jaune, c'est joli. Donc c'est la corbeille de fruits est colorée. Les plats cuisinés sont assez ternes, beige si on est dans les bouillies. Toutes les bouillies, les gruaux et tout ça, on va être dans du beige, du lait, de la bouillie beige. Et puis au niveau, mais si ce qui fait de la couleur, c'est le jaune d'or de l'œuf.
Je reviens toujours à l'œuf qui apparaît sur une galette gauloise, une bouillie gauloise, on met des œufs durs, par exemple. Une béchamel avec des œufs durs, c'est bon. Et c'est coloré. Quel est le menu d'un repas gaulois? Alors, je ne sais pas répondre directement à la question. Ce que je peux prendre, c'est plutôt des exemples ethnologiques où, en général, on mange 3 fois par jour. On mange pour avoir de l'énergie après la nuit. On va avoir une nourriture plutôt énergétique pour refaire ses ressources énergétiques. Donc, on va plutôt manger peut-être au premier repas du pain, du lait, des viandes, et peut-être qu'ensuite, au cours de la journée, si on travaille, on se déplace et qu'on reste pas immédiatement à la ferme ou à la maison, on va plutôt manger des choses, je vais pas dire sandwich, mais de ce type-là, qui se transportent à base de pain, de jambon, de charcuterie, si je me pose à la période gauloise, et puis peut-être que les soupes ou les repas liquides peuvent être peut-être plus le soir ou le matin. Moi, je me souviens, le premier menu que j'ai proposé à Bibracte quand on a ouvert le restaurant, c'est faire un petit salé aux lentilles, parce que ça me semblait le repas type, le petit salé aux lentilles. Les Gaulois élèvent des cochons, ils cultivent des lentilles, petit salé aux lentilles, ça allait de soi. Mais les gens, ils ont trouvé ça banal parce qu'en effet, c'est une consommation encore d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas beaucoup changé. On a ajouté des choses à notre cuisine, on a rajouté des ingrédients, mais la base, elle est là.